Aujourd'hui, on a fait gym hier soir et pas de tournée. Et tout à l'heure, j'ai un train. Et c'est vraiment, vraiment une drôle de semaine. Mais j'ai quand même envie de parler de deux livres qui sont quand même vachement féministes, vachement bien. On y va. À peine, voilà, je veux en parler, j'arrive à tout casser. Allez, boum, on prépare la miniature. Il s'agit de Notre sang d'Andrea Dworkin, paru en français il n'y a pas très longtemps, mais c'est vachement plus ancien toujours, je vais y revenir. J'ai carrément été aux éditions des femmes pour le choper, puisque c'est édité par les éditions des femmes. 14 balles, facile à lire dans le métro. Au niveau, ça se tient. Mais alors ça, c'est vraiment le livre qu'il faut pas lire avant de dormir. Puis même dans le métro. C'est dur. Lire Dworkin, c'est dur. On va en reparler. De toute façon, bah, à chaque fois que je lis un Dworkin, j'en parle. Sauf pornographie. Il y a des traductions pirates qui traînent. J'ai pas réussi à le finir. C'est beaucoup, beaucoup trop dur. Et Noémie Grunenwald sur les bouts de la langue, traduire en féministe. Je crois que c'est Pazzi Faye qui me l'a offert pour mon anniversaire. En tout cas, c'était un très beau cadeau d'anniversaire. Non, c'est Marion. C'est Marion. Je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, je sais que j'étais très gâtée par Pazzi Faye et par Marion. J'ai vachement de chance d'avoir autant d'amis. Et puis, bah, Dworkin, c'est un cadeau à moi-même, mais je sais... Bon, c'est toujours compliqué, Dworkin. Alors, je trouve que c'est pas mal de parler des deux en même temps. Et puis, j'ai lu les deux pratiquement en même temps. On est en théorie féministe, et notamment, ça va être quand même mon axe principal, c'est un axe qui est courant ici, on le sait, en théorie ou en question stylistique du féminisme. J'espère que vous n'entendez pas le truc abominable qui fait du jardinage dehors. Le jardinage, c'est censé être une activité calme. Moi, j'entends un moteur. On verra. Bon, de toute façon, c'est comme ça, c'est à l'arrache, j'ai pas trop le choix. J'ai pas le temps de filmer plus tard. Le week-end va être très très chargé, c'est le demi-day qui s'amorce, avec beaucoup de joie, beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment. Mais aussi beaucoup de fatigue, et quand la fatigue monte, le chagrin avec lui. Un peu comme les balises, là, cette espèce de bouée. Voilà, ça monte, ça monte. Et je balise. Bon, ça m'empêchera pas de boire de la tisane. Je sais même pas par lequel je commence. Peut-être que je vais aller de l'un à l'autre. Mon Noémie Grunenwald, c'est un livre dont j'avais pas mal entendu parler avant et on m'a tagué sur Facebook. Merci Guillaume pour m'en parler. Je savais déjà qu'il existait. Il m'avait déjà été offert à ce moment-là, mais comme quoi il y avait bien un mouvement, un vaste mouvement dans le monde pour m'y amener. D'ailleurs, Guillaume, je suis en train de lire Le racisme récréatif. Je suis au tout début, mais ça me plaît pas mal. Donc Noémie Grunenwald est une traductrice qui revient sur son parcours de traductrice, comment en fait bah, c'est le féminisme qui l'a amené à la traduction, pas l'inverse, et qui rassemble beaucoup de réflexions sur ce que cela signifie donc de traduire en féministe et pas uniquement des textes féministes. Alors, est-ce qu'il y a une table des matières pour ça? Alors, faudrait peut-être le dire. Noémie Grunenwald, donc, sur les bouts de la langue. C'est un très beau titre, hein, traduire en féministe avec un S entre parenthèses. Édition La Contre-Allée 2021. Je crois que c'était un Cambourakis parce qu'on est un peu sur le même genre de matérialité hein, du livre. Et non, je me suis trompée. C'est joli, c'est un joli livre, belle jaquette repliable, jolie couverture, assez léger, facile à lire dans le métro. C'est très agréable à lire. Et ça a effectivement été lu entre métro, RER et tram. Autant dire que la concentration n'était pas gagnée. En ce moment, avant de dormir, je lis Lisa Tuttle, ce qui est peut-être pas une bonne idée, parce que elle me fait peur. Mais j'en parlerai probablement bientôt. Je vois pas de table des matières, ça c'est un peu dommage, ce qui m'étonne, mais bon. Donc bon, s'abandonner, Lille 2020-2011, entre parenthèses décentré, de belles épigraphes à chaque fois, pas mal de commentaires. Bon, c'est le point de départ évident, mais qu'elle rappelle, c'est que la traduction, alors qu'elle rappelle, c'est pas forcément le point de départ du bouquin, mais qu'il faut quand même bien avoir en tête, c'est que la traduction, ben, ça n'est pas être une machine qui va cracher les mots dans une autre langue. Ça, c'est Google Trad, en gros. Et d'autres logiciels de traduction, bah, ça, c'est un domaine que je connais pas du tout. Et la collection, c'est donc Contrebande. Je suis un peu... je suis vraiment étonnée par trouver le top des matières.
il y en a pas, il y a quelques photos au milieu, mais assez peu. Et donc, cette question de la traduction, bah, elle est évidemment celle d'une écriture, d'une forme de coécriture. Et là, on est dans une coactorialité qui est quand même bien plus grande. Elle n'oublie pas de rappeler des choses qui sont essentielles. Ce sont par les traductions que l'on connaît le plus souvent les textes, bah, surtout quand on est quelqu'un de fainéant comme moi. C'est-à-dire que la traduction, et donc ici les traductrices, sont majoritairement des femmes qui traduisent, mais pas uniquement, on le sait bien, je parle de statistiques, qu'elle rappelle d'ailleurs, qui vont aussi jouer le rôle de passeuses de ce qu'on appelle dans les cercles académiques, des transferts culturels, faire connaître un auteur, une autrice, une pensée, et en n'oubliant pas certains biais qu'il peut y avoir si on fait une anthologie. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je lis une anthologie de Lisa Tuttle qui a été établie par Mélanie Fazi, de nouvelles de Lisa Tuttle, et je crois que c'est Fazi qui choisit les nouvelles. C'est et représentatif et pas représentatif. En tout cas, c'est représentatif de ce que Mélanie Fazi pense et veut mettre en avant de Lisa Tuttle. Et c'est un geste qui est très fort, en fait. Le geste anthologique, le geste du choix de la traduction, de dire ça, je peux le traduire, ça, je ne peux pas le faire. Et Noémie Grunenwald revient à plusieurs reprises sur des traductions assez emblématiques qu'elle a pu faire et parfois ne pas faire, notamment Bellux. Donc là, chez Cambourakis, et Isabelle Cambourakis s'est remerciée plusieurs fois. Et donc de ce que cela signifiait et du manque que l'on peut voir en tant que traductrice, mais voilà, et de l'évolution de la traduction, parce que la traduction c'est un jeu de billard à plein de bandes, à savoir que évidemment il faut que la traductrice, je vais dire traductrice pour j'ai mis ma chaussette à l'envers, connaisse pour pouvoir en parler. Ça c'est du Benjamin, et ça tombe bien, on parle finalement de la tâche du traducteur. Est-ce que c'est la tâche du féministe, enfin de la féministe? Je ne sais pas, je remets ma chaussette à l'endroit. C'est le roi d'Agobert en moins marrant, cette histoire. Et ce sont des questions que je me suis déjà posées. Alors, je pense que maintenant vous le savez à peu près. Moi, j'ai un profil au départ bilingue, franco-allemand. Alors, pas bilingue natif du tout. Mes parents, mon père a fait allemand LV1, ma mère pas du tout. J'ai un allemand qui est scolaire. Mais j'ai fait un double cursus du bac au master. Et donc les questions de transfert culturel, elles étaient dans mes mémoires de master en lettres en allemand, et elles sont quand même assez importantes quand on a déjà ce background. Mais ils associent, après, donc il y a des choses où j'ai pas forcément été surprise, mais qui étaient vraiment très bien posées, très bien menées, avec une langue très agréable et précise, qui fonctionnait bien, et beaucoup de retours sur sa propre pratique, avec notamment des témoignages personnels, un passage par les femmes de sa vie, notamment donc sa mère, sa grand-mère, une tante, c'est là où il y a des photos. C'est un moment qui est très émouvant dans ce livre. Et beaucoup de réflexions sur les choix qui sont faits. Alors avec des réflexions sur une écriture que l'on qualifie d'inclusive, ou de démasculinisée, ce sont plutôt les termes d'Hélène Guénaud et Grunenwald, les photos, ce sont des moments qui m'ont beaucoup plu. On est page 146-147. Elle, c'est Lily, elle, c'est Maria. Je ne l'ai pas beaucoup connue. Et puis le très triste, elle, c'est Michel. Bon, je vous laisserai aller voir. Donc, on va avoir des références académiques régulières avec des notes de bas de page. Vanina Mosiconacci est remerciée. Ça m'a fait très plaisir parce que j'apprécie beaucoup Vanina. Si tu regardes, Vanina. Merci pour tout ce que tu fais. Des moments donc qui vont être plus, j'ai envie de dire, punk, militants, des expériences militantes elles-mêmes, et donc un retour sur cette pratique, donc par les choix, donc sur les choix d'écriture qui ont été faits à un moment, qui auraient peut-être été différents 10 ans après, par exemple, quelques années après, la nécessité de prendre en compte le contexte militant, plus largement social. S'agit-il d'une traduction académique, complètement militante, qui va viser un large public, que vont comprendre les gens, et qui vont aller en fait assez au-delà de la question de la dépatriarcalisation ou de la démasculinisation de la langue, et qui vont se poser donc dans des contextes assez précis, avec des exemples assez précis, pour montrer dans une langue où pas mal de choses ne sont pas genrées comme l'anglais, parce que Grunenwald me semble traduire essentiellement de l'anglais vers l'allemand, vers le français. Par exemple, j'ai noté, page 94,
des passages que j'ai vraiment bien aimés, sur... Bon, et puis la réflexion sur, il faut quand même que ça reste fluide, comment ça va marcher, est-ce qu'on a fait un néologisme, est-ce qu'on passe par une périphrase, est-ce qu'on laisse en anglais, on met une note. Toutes ces dimensions-là, embrasser de multiples solutions qui s'appuient sur des expériences critiques de la langue et sur son usage collectif. Et c'est très intéressant d'avoir ici la rencontre entre traduction et militantisme, parce que ces questions, elles se posent, ces questions de langue, elles se posent autant en traduction qu'en militantisme, mais là, eh bien, elles deviennent beaucoup plus pointues. Sans que le livre soit difficile à lire. Aujourd'hui bien connue, l'écriture dite inclusive est une autre stratégie de piratage que j'utilise en traduction, écrit-elle. On a pu entendre toutes sortes de choses à son sujet chez les antiféministes assumés, allant de la petite critique esthétique qui voit le veine dans écrivaine, mais pas le vin dans écrivain, ça c'est pour Orsena, jusqu'aux prophéties les plus dramatiques prédisant la chute de la civilisation si on laisse renaître les autrices. Même dans des cadres plus progressistes, j'ai déjà entendu que l'écriture dite inclusive, supposée alourdissante, risquait de rebuter des lecteurs et des lectrices, volontairement dit en inclusif. À terme, il n'est pourtant pas question de se contenter d'ajouter des points médians E ou des points milieu, RIS ou des points milieu EUS partout où les femmes ont été effacées dans des textes écrits sans la moindre attention à cette question. Il s'agit plutôt de repenser entièrement notre rapport à l'écriture pour concevoir dès l'origine des textes qui intègrent ces questions et qui pensent leur syntaxe et leur vocabulaire de façon à embrasser la musicalité des formulations dites inclusives. Faire un travail d'écrivain, point milieu, en somme. Mais c'est vrai qu'il y a un vaste débat à avoir sur l'accessibilité de la lecture, de l'écriture et de la littérature. Toutefois, quand ces critiques sont formulées depuis les fauteuils d'une institution aussi rétrograde et élitiste que l'Académie française, je vous renvoie notamment à la vidéo de Linguisticae et aux travaux d'Eliane Guénaud sur la question, ou depuis les amphithéâtres d'institutions littéraires ou universitaires aussi sélectives dans leurs références que dans leur mode de reproduction, je me dis que le premier obstacle à l'accessibilité de l'écrit, donc ça patine à l'oral, n'est pas l'usage de quelques lettres placées derrière des signes typographiques. Dans une culture, je suis page 96, où abondent les récits misogynes et racistes, où l'aventure est le plus souvent masculine et l'amour presque toujours hétérosexuel, il y a bien d'autres raisons d'être buté par leur lecture. Poum. Et on déplace le débat. Et est-ce que c'est ce chapitre-là qui s'achevait sur cette question du piratage, de pirater la langue, qui me rappelle évidemment Beckett, Forer le langage. Alors, ouais, c'est ça. Page 112. Alors, démasculinisation, dégenrement ou féminisation, là encore, ça dépend du contexte. Ce sont des perspectives différentes, mais pas mutuellement exclusives. Elles peuvent coexister et révéler différentes implications. La démasculinisation met en lumière le processus historique d'éviction des femmes de la langue. Nous ne sommes pas face à une langue neutre que nous voulons féminiser, mais face à une langue qui a été masculinisée, que nous voulons démasculiniser. Le dégenrement souligne l'ambition sur le long terme d'un programme féministe qui vise l'abolition du genre en tant que rapport social organisant la domination de la classe des hommes sur la classe des femmes. La féminisation encourage l'expression de consciences expériences, avec un trait d'union, sexuées au féminin et leur universalisation. Elle permet la construction d'une langue d'amante et de guerrière, évidemment, en référence à Wittig, cité en note de bas de page. Et donc c'est un autre chapitre où elle revenait encore sur cette question donc d'un piratage de la langue. Et donc en fait, bon, voilà, c'est la grande question, c'est quelle langue? Alors, ne pas gommer la spécificité des militants et des militantes, ce que le transfert culturel peut avoir tendance à faire, donc mais par une sélection, biaisée consciemment ou non, mais également parce que voilà, le féminisme est une interprétation du monde traduite en action. Traduire le monde, je suis page 137, par l'analyse féministe et traduire l'analyse féministe dans le monde. Alors par contre, j'aimais pas trop les phrases verbales. Il n'y en a pas énormément, mais ça c'est un truc, bon, on le sait, j'aime pas trop ça. Écouter, parler, apprécier, relayer et traduire les voix de toutes les femmes, quel que soit le langage qu'elles utilisent. Et donc, bon, on a un souci très très fort du grain de la langue et de l'actualisation des textes, parce que le geste de traduction est une actualisation impossible parmi d'autres. Donc là, voilà, et avec des réflexions, enfin en replaçant la traduction au centre d'une réflexion sur la langue, et donc d'une réflexion militante, mais aussi littéraire sur la langue. Et ça, c'était vraiment très chouette, ça m'a pas mal plu, ça va pas mal servir, enfin j'ai pris des notes dans le bouquin,
pour développer ce que j'essaie de faire, hein, travailler sur les questions de stylistique. Du côté de Dworkin, on est sur un autre livre. Alors il y avait un texte dedans que j'avais déjà lu, je ne sais plus où, dans Peut-être Souvenez-vous résister. Notre sang, discours et prophéties sur la politique sexuelle, ça a été traduit par Camille Chaplin et Harmonie de Villard. Il y a eu un moment, une faute de syntaxe que j'ai relevée, mais globalement je pense que c'est une bonne traduction. Donc édition des femmes, Antoinette Fouque. Bon, j'en ai des éditions des femmes, là j'en ai sous une pile de bazar, donc je vais pas les attraper. C'est vrai que ce ne sont pas les éditions féminines vers lesquelles je cours le plus. J'ai mis du temps à aller à la librairie parce que Antoinette Fouque, c'est Psychépo et que c'est pas ma tasse de thé, comme on dit. Bon, mais après, elles font toujours un travail remarquable d'archives, de documentation, de sauvegarde d'un matrimoine. Donc même si je me place clairement en porte-à-faux par rapport aux propos qu'a pu tenir Fouque, que je connais d'ailleurs pas si bien que ça, hein, je tiens quand même à souligner ce travail-là, qui est vraiment important, avec notamment une bibliothèque sonore. Et ça, on le souligne trop peu. Bon, on est sur un livre, voilà, matériellement facile à porter, 14 €, jaquette, photo de Dworkin en jaquette, et photo collective, enfin du manif devant. Est-ce que c'est une photo récente d'ailleurs? Non, ça doit être une photo ancienne, hein, d'archives. 2021, on est dans du récent, alors je sais plus de quand ça date exactement. On a peu de choses de Dworkin en français et pas les romans, c'est vraiment quelque chose qui me peine. Pouvoir et violence sexiste 2007, je sais même plus si je l'ai celui-là traduit par Martin Dufresne. Les femmes de droite, Martin Dufresne aussi. Et lui, je n'avais pas parlé des femmes de droite, mais j'avais renvoyé à la vidéo de Pomme qui en parle, il était une pomme. Et Souvenez-vous, Résister ne cédez pas, coédition avec Sileps et Coït. Donc voilà, j'avais consacré une vidéo à Coït. Et c'est exactement comme le titre l'indique, un ensemble d'allocutions, de discours. Alors quand je vais dire allocution, on a l'impression de vœux présidentiels. Évidemment, c'est du Dworkin. Évidemment, on n'est pas dans ce genre de situation, ne serait-ce que parce que Dworkin assume un féminisme radical déjà dans ses constats. Il est peut-être moins dans les combats pour lesquels elle a lutté et qu'elle a défendu, et encore, elle n'y a pas été de main morte, mais il ne faut pas oublier que Dworkin n'est pas Solanas. Voilà. Mais il est clair également que Dworkin, Dworkin, c'est une militante, quoi. C'est vraiment une militante, dans le sens militant, militesse, on y va, hein, on monte au front. Et elle parle de cette position donc de militante, mais cette position de militante, elle ne l'a pas tellement aidée. Elle ajoute une préface en 80 à cet ensemble de discours qui explique en fait qu'elle les traduit. Donc c'est un moment vraiment difficile de sa vie. De toute façon, elle a eu une vie difficile, de grande précarité économique, de pauvreté, et de la difficulté qu'elle a pu avoir à être éditée et relayée. De ce qui a pu permettre donc la lecture de Dworkin et le fait d'avoir entendu Dworkin, c'est-à-dire le mouvement féministe et les activités féministes et très clairement hein, le travail en fait, le travail de femme pour la faire venir, pour la faire rémunérer, etc. etc. Alors, je lis rapidement la table des matières, hein, le féminisme, l'art et ma mère Sylvia qui est extrêmement touchant, qui m'a beaucoup plu, renoncer à l'égalité sexuelle, donc là c'est vraiment du féminisme radical, c'est-à-dire qui remonte à la racine. En mémoire des sorcières, le viol comme atrocité et le voisin de palier. La politique sexuelle de la crainte et du courage qui m'a beaucoup plu aussi. Alors ils m'ont tous plu, hein, mais il y en a qui m'ont plus plu que d'autres, comme souvent. Redéfinir la non-violence, fierté lesbienne, notre sang, l'esclavage des femmes en Amérique, avec un K, hein, comme l'écrit toujours Dworkin, et la cause première, avec des notes finales. Et parfois des notes en bas de page. Donc ce sont des textes oraux, ici transcrits à l'écrit, alors je ne sais plus lequel, c'est peut-être celui sur... je ne sais plus lequel, je ne vais pas le dire au hasard, qui contient une partie optionnelle, parce que ça dépend en fait des moments, où des endroits, surtout des conditions, dans lesquelles elle a pu le prononcer, à savoir
en université comportant un département de Women's Studies ou pas. Et pour souligner, ça doit être en mémoire des sorcières, pour souligner l'importance des départements de Women's Studies qu'aujourd'hui on appelle Gender Studies. Et là, alors il y a 2-3 trucs qui me chiffonnent. Mais ça va aussi avec le sous-titre Discours et prophéties. Alors, politique sexuelle, c'est une référence à Kate Millett. Je vais pas parler de Kate Millett, mais c'est vraiment la référence. J'avais pas tout à fait fini Kate Millett parce que j'avais pas lu tellement les bouquins dont elle parle dans politique sexuelle, mais c'est une référence incontournable, elle aussi éditée aux éditions des femmes. Malheureusement, je l'ai jetée en brochet 2 semaines avant que ça sorte en poche, je savais pas. Je préfère vraiment les poches. Hein. Mais voilà, il faut lire Kate Millett, elle est aussi extrêmement, j'ai envie de dire, et incisive et lucide. J'ai l'impression que l'un ne va pas sans l'autre. Mais ce ne sont pas des effets de style. On n'est pas chez Lundi Matin. J'avais écrit il y a des années un article qui s'appelait, un article de blog, hein, toi aussi écrit comme un révolutionnaire du dimanche soir. Il y a une espèce d'esbrouf dans certains milieux d'extrême gauche qui s'auto-gargarise. C'est jamais le cas chez Dworkin. Ça n'est jamais le cas chez Kate Millett. C'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est aussi pour ça qu'elles sont aussi ostracisées. Et puis de toute façon, on le sait bien, Christine l'a dit, je le répète, quand on parle de femmes, il n'y a pas d'homme de gauche. Alors, voilà. Quelques les points qui peuvent me chiffonner un peu, c'est notamment donc, sur les sorcières, de ramener la chasse aux sorcières à un génocide. Ça, je suis assez d'accord, mais je suis pas bonne en histoire sur ces questions-là. Bon, qui ont depuis nourri Caliban et la sorcière Federici, mais enfin, c'est bien plus ancien que ça. Et puis sur Caliban, enfin, globalement sur le travail de Federici, moi j'ai quand même des choses à redire. Et pas que d'un point de vue scientifique ou de sources mal référencées. Elle mentionne 9 millions de femmes pour chasser, tuer, exécuter. Je crois que ce chiffre n'est pas tout à fait celui-là. Et ce qui m'a frappé par rapport à, par exemple, Coitou, les femmes de droite, et ça c'est en fait lié aussi au format de l'allocution, c'est la dimension prophétique de ces allocutions et qui peut prêter le flanc, je vais essayer d'être très mesurée dans ce que je dis, à des formes de complotisme. Alors ça va dépendre en fait, c'est-à-dire comment on passe de la chasse aux sorcières à l'idée d'un génocide. Et c'est pour ça, enfin, moi et que je suis pas complètement à l'aise avec cette question-là, du génocide ou du sexocide, les deux termes ont existé. Et je ne sais pas si c'est parce que c'est beaucoup trop douloureux d'imaginer qu'on a pu vouloir l'extermination des femmes, donc potentiellement la mienne, évidemment, c'est ça qui rend les choses douloureuses, à ce point-là. Donc je sais pas, et ça c'est une question que je me pose beaucoup et à laquelle je cherche encore des réponses, je ne sais pas à quel point il est possible de tracer une limite, et je pense que c'est possible, mais ça c'est une question qui pour moi est encore en suspens, entre des formes de pensée complotistes et et une pensée qui va être celle d'un post-structuralisme qui réfléchit en système. Et bon, ça c'est notamment lié au fait de prêter ou non des intentions et d'analyse des causalités. Et je l'ai moins... C'est marrant, alors est-ce que c'est parce que je suis très très méfiante sur ces questions en ce moment? On est quand même dans une période compliquée, aujourd'hui autour du vaccin, mais et du fascisme. Bon, voilà, ça complique la pensée. Mais voilà, là c'est une complexité que j'ai. J'avais lu un article sur, non pas Dworkin, mais Naomi Wolf, qui expliquait qu'elle avait viré complotiste, mais que finalement c'était peut-être déjà dans La beauté fait mal. Alors j'avais commencé à le lire, mais ça c'est quand même pas très marrant à lire avant de dormir, donc je le reprendrai. Je l'ai enfin trouvé en français, j'en parlerai, c'est promis, quand je l'aurai lu. Mais c'est quand même des difficultés dans le féminisme, et quand on va lire du féminisme radical, incisif, et qui tape là où ça fait mal, si je puis dire, c'est qu'on se le prend dans la gueule. Et ça fait mal.
Alors, dans ce premier texte, je ne vais pas les parcourir un par un, je pense que ça n'aurait pas trop de sens, même si ça m'arrive de le faire. Dworkin parle de son parcours de féministe et du rapport qu'elle a pu avoir avec son père et ensuite avec sa mère, et notamment du mépris qu'elle a eu pour sa mère, et de la façon dont elle est revenue ensuite, mais avec beaucoup de temps, sur ce mépris, et qu'elle est revenue vers elle, ce qui leur a permis d'avoir, c'est à peu près la conclusion du texte de mémoire, une relation de fille et de mère et de sœur. Ça, c'est très joli. Et c'est très important dans la façon dont le féminisme pense la sororité. Je reviendrai là-dessus, mais j'en avais parlé en parlant des Saint-Simoniennes. La sororité est un concept saint-simonien. On ne se rend pas compte des apports de ce petit mouvement de 1832-1834. Et ce parcours féministe, il part d'un certain mépris pour sa mère, d'une admiration pour son père, et de la volonté de faire des études, de lire beaucoup, jusqu'à un moment où elle remet en question cette culture livresque. Et ça, ce sont des choses... Par exemple, donc là je suis page 33, alors à la maison, ma mère ne faisait pas le poids en matière d'influence. Mon père, qui avait pour grand amour l'histoire et pour conviction l'éducation et le dialogue intellectuel, a donné le là. Et il nous a appris, à mon frère et moi, que c'était vis-à-vis du monde que nous devions nous engager. Donc ce qui est à la fois ce qui a donné de la force à Dworkin, mais ce qui a coupé ce lien avec sa mère. On reconnaît finalement les analyses de Freud, sur lequel Dworkin, comme Delphi, tire à boulet rouge. J'avais sans doute, s'écrit-elle au bas de la page 34, d'excellentes raisons de penser qu'elle était stupide et affreuse et mesquine et même méprisable. Edward Albee, Philip Willy et ce grand homme artiste Sigmund Freud me l'avaient bien dit. Les mères, me semblait-il, étaient les personnes les plus accessoires du monde, personne ne pensait du bien d'elles, certainement pas les grands écrivains du passé, certainement pas les écrivains passionnants du moment. Et ainsi, bien que cette femme, ma mère, présente ou absente, fût le centre de ma vie de tant de façons puissantes, inexplicables et incommensurables, je ne percevais en elle qu'une idiote énervante, une personne sans grâce, ni passion, ni sagesse. Quand je me suis mariée en 1969, je me suis sentie délivrée de ma mère, de ses préjugés, de ses exigences idiotes. Je vous raconte tout ça parce que cette histoire a peut-être pour la première fois dans l'histoire une fin plus heureuse qu'on pourrait s'y attendre. Vous souvenez-vous que, dans Pour qui sonne le glas d'Hemingway, on demande à Maria, après qu'elle a fait l'amour avec Robert, est-ce que la terre a tremblé? Pour moi aussi, dans ma vie, la terre a parfois tremblé. La première fois qu'elle a tremblé, j'avais 10 ans. Je suis allée à l'école hébraïque, mais elle était fermée un jour de deuil pour les 6 millions de victimes massacrées par les nazis. Alors j'ai rendu visite à ma cousine qui vivait dans le voisinage. Elle tremblait, pleurait, hurlait, vomissait. Elle m'a dit qu'on était en avril et qu'en avril, sa plus jeune sœur avait été tuée sous ses yeux. Le nourrisson d'une autre de ses sœurs avait subi une mort terrible, on leur avait rasé la tête. Permettez-moi seulement de vous dire qu'elle m'a raconté ce qui lui était arrivé dans un camp de concentration nazi. Elle m'a dit que chaque mois d'avril, le souvenir de ce qui lui était arrivé ce mois-là, il y a tant d'années, lui revenait, dans les cauchemars et la terreur, et que chaque mois d'avril, elle tremblait, pleurait, hurlait et vomissait. La terre a tremblé pour moi ce jour-là. La deuxième fois, ça me fait frissonner, mais je suis fatiguée aussi, mais ça me fait frissonner. La deuxième fois que la terre a tremblé pour moi, ce fut quand j'avais 18 ans, et que j'ai passé 4 jours dans la maison de détention pour femmes de la ville de New York. On m'avait arrêté pour une manifestation contre le génocide en Indochine. J'ai passé 4 jours et 4 nuits dans la saleté et la terreur de cette prison. Pendant mon séjour, 2 médecins m'ont infligé un examen interne brutal. Après ça, j'ai enduré une hémorragie de 15 jours. La terre a alors tremblé pour moi. La troisième fois que la terre a tremblé pour moi, ce fut quand je suis devenue féministe. Ça n'a pas eu lieu un jour précis, ni par l'effet d'une unique expérience. Ça avait un rapport avec cet après-midi de mes 10 ans, quand ma cousine a mis toute la douleur de sa vie entre mes mains. Ça avait un rapport avec cette prison pour femmes et 3 ans de mariage qui ont commencé dans l'amitié et fini dans le désespoir. Ça a eu lieu quelque temps après que j'ai quitté mon mari, quand je vivais dans la pauvreté et une grande détresse affective. C'est arrivé lentement, petit à petit. 1 semaine après que j'ai quitté mon ex-mari, j'ai commencé à écrire mon livre. Le livre qui s'appelle maintenant Woman Hating. Je voulais comprendre ce qui m'était arrivé pendant mon mariage et dans les 1001 occasions de la vie quotidienne où il me semblait avoir été traitée en sous-humaine. Je sentais que j'étais profondément masochiste, mais que mon masochisme n'avait rien d'individuel. Toutes les femmes que je connaissais vivaient dans un masochisme profond. Je voulais comprendre pourquoi.
Je voulais comprendre pourquoi. Je savais que ce masochisme ne m'avait pas été enseigné par mon père et que ma mère n'avait pas assuré directement mon enseignement. Alors, j'ai commencé au seul endroit qui paraissait évident avec Histoire d'eau, un livre qui m'avait intensément ému. À partir de là, je me suis penchée sur d'autres œuvres pornographiques, des contes de fées, un millénaire de tradition chinoise de pieds bandés, c'est un truc qui revient souvent chez elle, et le massacre de 9 millions de sorcières. J'ai appris quelque chose d'essentiel sur le monde qui m'avait été caché jusqu'alors. J'ai vu un mépris de femme systématique qui imprégnait chaque institution de la société, chaque organisme culturel, chaque expression de l'être humain. Et j'ai vu que j'étais une femme, une personne qui rencontrait ce mépris systématique à chaque coin de rue, dans chaque salon, dans chaque échange entre êtres humains. Parce que je suis devenue une femme qui savait qu'elle était une femme, c'est-à-dire parce que je suis devenue féministe. J'ai commencé à parler avec des femmes pour la première fois de mon existence et une des femmes avec lesquelles j'ai commencé à parler fut ma mère. Je suis venue à sa vie à travers le long tunnel sombre de la mienne. J'ai commencé à voir qui elle était tandis que j'ai commencé à voir le monde qu'il avait formé. Je suis venue à elle non plus pour m'apitoyer sur la pauvreté de son intellect, mais étonnée de la valeur de son intelligence. Je suis venue à elle non plus convaincue de sa stupidité, de son insignifiance, mais stupéfaite de la valeur de sa force. Je suis venue à elle non plus avec suffisance et supériorité, mais en sœur, une autre femme dont la vie, sans la grâce d'un père féministe et d'une nouvelle lutte commune avec mes sœurs féministes, aurait été la répétition de la sienne. Et par répétition de la sienne, je veux dire qu'elle aurait été prédéterminée comme le fut la sienne. Je suis venue à elle sans plus de honte de ce qui lui manquait, mais extrêmement fière de ce qu'elle avait accompli. J'en suis venue à reconnaître en effet que ma mère était fière, forte et sincère. À 26 ans, j'avais déjà vu assez du monde et de ses problèmes pour savoir que la fierté, la force et l'intégrité étaient des vertus à honorer. Et parce que je me suis adressée à elle d'une façon nouvelle, elle est venue à ma rencontre. Et maintenant, quelles que soient nos difficultés, et elles ne sont pas si nombreuses, elle est ma mère et je suis sa fille. Et nous sommes sœurs. Ça m'a vraiment émue aux larmes. Et en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la façon dont Dworkin va nouer ce témoignage personnel qui a profondément résonné en moi, maman je t'embrasse, avec la suite. Saute paragraphe seulement. Vous m'avez demandé de parler du féminisme et de l'art, s'il existe un art féministe, et si tel est le cas, quelle est sa nature? Évidemment, c'est une question qui me passionne. Depuis aussi longtemps que les écrivains ont écrit, jusqu'à présent, il y a eu un art masculiniste. Un art qui sert les hommes dans un monde fait par les hommes. Cet art a dégradé les femmes. Il nous a, presque sans exception, définis comme des êtres mutilés, des sensibilités atrophiées, des personnes insignifiantes aux préoccupations insignifiantes. Il a été, presque sans exception, saturé d'une misogynie tellement profonde, une misogynie qui était en fait sa conception du monde que, pour la plupart d'entre nous, jusqu'à présent, nous avons pensé « Voilà ce qu'est le monde, voilà comment sont les femmes ». Je me demande, qu'est-ce que j'ai bien pu apprendre de tous ces livres que j'ai lus en grandissant? Ai-je appris quoi que ce soit de réel ou de vrai sur les femmes? Ai-je appris quoi que ce soit de réel ou de vrai sur des siècles de femmes et sur ce qu'elles ont vécu? Ces livres ont-ils éclairé ma vie ou la vie elle-même d'une façon, ayant quelque utilité ou profondeur ou générosité ou richesse ou nuance ou exactitude? C'est du Virginia Woolf, hein, ça. Je ne pense pas. Je pense que cet art, que ces livres m'auraient dépossédé de ma vie, comme le monde qu'ils ont servi a dépossédé ma mère de la sienne. Et après, elle va commencer. Un peu plus loin, là je suis page 41, en tant que féministe, nous habitons le monde d'une nouvelle façon. Nous voyons le monde d'une nouvelle façon. Nous menaçons de le mettre à l'envers et sans dessus-dessous. Ça, c'est ce que Mary Daly a appelé l'inversion patriarcale. Je connais mal Mary Daly parce qu'elle n'est pas traduite en français, en fait. Nous menaçons de le mettre à l'envers et sans dessus-dessous. Nous avons l'intention de le transformer si intégralement qu'un jour les textes des auteurs masculinistes seront des curiosités anthropologiques. Et là, en fait, elle revient sur ce que Wittig, notamment, mentionne quand elle parle donc des textes des minorités toujours statutaires et jamais démographiques, puisque les femmes sont en majorité démographique. À savoir que c'est une littérature qui n'est ramenée qu'à un statut documentaire. Et à l'inverse. Solanas inversé aussi.
Mais de quoi parler Mailer, demanderont les générations futures. Apparemment, c'est des choses qu'on trouve en SF, ça. Mais ça, c'est la SF que je connais mal, les CD-com. Au cas où il leur arriverait de tomber sur son œuvre dans d'obscures archives. Et elles s'ébahiront avec stupeur, tristesse face à la glorification masculiniste de la guerre, aux mystifications masculinistes autour du meurtre, des mutilations, de la violence et de la douleur, au masque torturé de l'héroïsme phallique, à la vaine arrogance de la suprématie phallique. Et là, on est vraiment dans le phallogocentrisme de Derrida, mais surtout Cixous. Aux représentations appauvries des mères et des sœurs, et donc de la vie elle-même, elles se demanderont, est-ce que ces gens croyaient vraiment en ces dieux ? L'art féministe n'est pas un petit ruisseau dérivant du grand fleuve de l'art véritable. Ce n'est pas une fissure, alors très métaphorique, Dworkin, ça nous ramène à la prophétie. Dans une pierre qui autrement serait sans imperfection, c'est d'une façon tout à fait spectaculaire, je pense, l'art qui ne se fonde pas sur l'assujettissement d'une moitié de l'espèce. C'est l'art qui prendra les grands thèmes de l'humanité, l'amour, la mort, l'héroïsme, la souffrance, l'histoire même, et les rendra pleinement humains. Il pourrait aussi, bien que nos imaginations soient peut-être à présent si mutilées que nous sommes incapables même d'en avoir l'ambition, introduire un thème nouveau, aussi grand et aussi riche que ces autres thèmes. Doit-on l'appeler la joie ? Et je vous renvoie à Goliarda Sapienza. Et elle va proposer, donc à plusieurs reprises, dans ses textes, quand même une tabula rasa assez radicale, et notamment une tabula rasa culturelle. Des œuvres culturelles pour supprimer toutes ces idées. Et c'est quelque chose qui est à la fois très réjouissant d'imaginer des utopies, mais ce sont aussi des utopies qui sont inquiétantes, enfin qui rappellent les Khmers. Et je sais pas les Khmers rouges. Et je sais pas comment ou la révolution culturelle. Et je sais pas. Je sais vraiment pas ce qu'il faut en faire d'un point de vue culturel, épistémologique et politique. Mais en tout cas, je ne sais toujours pas si Dworkin est une autrice profondément optimiste ou profondément pessimiste. Mais en tout cas, elle est profondément bousculante à de nombreux points de vue. Et le problème étant que si, enfin je sais pas si c'est un problème, mais très clairement, si on suit son raisonnement, et son raisonnement se suit, il est dur d'avoir d'autres conclusions. Et là, je parle vraiment du monde dans lequel on vit. Bon, texte extrêmement fort, ce texte sur le viol qui va donc jusqu'à l'Ancien Testament, qui passe par de nombreux auteurs américains donc pour expliquer donc ce qu'est le viol. Et c'est vraiment un texte que j'ai trouvé particulièrement fort. Et particulièrement convaincant. Alors il est d'autant plus si on a déjà par exemple Guillaumin ou Tabé en tête, qui rappelle que le patriarcat, enfin qui démontre que le patriarcat consiste en une appropriation totale des femmes et qu'on n'en est pas sorti. C'est pour ça que je parle toute seule dans ma chambre. Il faut aller voir, mais c'est dur. Je vous dis à bientôt.